Merci. Donc, on a fait le patient très grave qui évolue bien avec soulève. Puis... Moi, je vais vous présenter la patiente a priori pas très grave, mais qui évolue pas très bien non plus. C'est un peu la journée à thème mouchoir. Madame C a 71 ans, c'est une pharmacienne à la retraite. Elle est absolument adorable. Elle a pour principaux antécédents une grossesse extra-utérine et une gammapathie monoclonale depuis 4 ans, suivie par un hématologue tous les ans, parfaitement stable, et une hypertension artérielle. Et en juillet 2018, alors qu'elle est en vacances, elle fait un premier épisode de FA, compliqué d'un petit peu d'insuffisance cardiaque gauche. Elle est vue par un cardiologue libéral qui la met sous AOD, un peu de bisoprolol, un peu de Lasix. Puis on va continuer comme ça, quoi. En septembre, 2 mois plus tard, elle continue à avoir des palpitations. Elle consulte son cardiologue habituel qui découvre en écho un aspect de CMH avec surtout un petit bourrelet septal que vous pouvez voir là-haut, un strain qui est franchement en cocarde mais qui est plutôt préservé avec 16% de strain. Initialement chez le cardiologue c'était 21,4. Ça c'est notre écho à nous. Une FE normale, un débit cardiaque normal. Et donc elle nous est adressée 1 mois plus tard, tranquillement pour suspicion d'amylose cardiaque. Son examen clinique est normal hormis une petite dysphonie. Elle a des biomarqueurs franchement élevés. Et un électrocardiogramme qu'on va regarder de plus près après, que du coup je ne décrirai pas vu qu'on va le regarder un peu plus précisément après, mais qui est en tout cas un peu microvolté. Ça c'est son écho complète, donc nous on avait 16% de strain, une FEVG normale, effectivement une cardiopathie hypertrophique avec surtout un bourrelet septal basal, un débit cardiaque normal avec un index à 3,6, et puis une fonction ventriculaire droite un peu discordante avec un TAPS à 22 et une onde S à 8, mais une fonction VD normale, quoi. À l'IRM, on confirme la FEVG normale, le bourrelet septal, pas d'augmentation de la masse ventriculaire gauche, un rehaussement patchy et un T1 natif augmenté, enfin une IRM typique d'amylose, quoi. La scintigraphie est strictement normale. Et à l'électrophorèse, on retrouve bien évidemment la gammapathie monoclonale qui était connue, qui est une gammapathie monoclonale à IgG kappa. Elle a 35% de plasmocytes dans la moelle, pas de critère Crabbe, c'est donc un myéloma. La preuve histologique est un petit peu difficile à obtenir. On lui fait une BGSA qui retrouve une amylose périvasculaire, mais qui n'est pas typable. On va jusqu'à la biopsie endomyocardique qui retrouve la monotypie kappa, et donc on pose le diagnostic d'amylose AL kappa. C'est donc une amylose AL stade 3A de la Mayo Clinique sur un myélome indolent. On la discute en RCP et on décide de faire un traitement par VCD hebdomadaire pour une durée totale de 6 à 9 mois, enfin classique. C'était un petit rappel sur les critères de la Mayo Clinique, mais on les a déjà vus. Les 2 biomarqueurs négatifs stade 1, plutôt bon pronostic. Les 2 biomarqueurs positifs stade 3, avec une petite nuance sur les stades 3 à 3B quand le NT-proBNP est inférieur ou supérieur à 8500. Donc pour résumer un peu le tableau de cette patiente, on a à la fois des critères qui sont plutôt rassurants, puisqu'elle a un strain qui est subnormal, moins 15,9, un débit cardiaque qui est normal. La patiente est polysymptomatique, puisque son mode d'entrée dans la maladie, c'est de l'arythmie, un petit peu essoufflée, mais vraiment pas grand-chose. Et elle semble avoir une atteinte cardiaque qui est plutôt exclusive. Plutôt des critères rassurants pour le traitement. Les choses qui sont un peu surprenantes, c'est qu'elle a quand même les biomarqueurs qui sont franchement élevés, 6000 de NT-proBNP avec un strain, une FE strictement normale, un strain quasi normal, et puis 62 tropos. On est un peu surpris. Dans le contexte, ma première question, c'est de savoir dans combien de temps, vous, cardiologue, vous décidez de la revoir pour la surveillance. Est-ce qu'on attend la fin de la chimiothérapie en se disant que, certes, c'est un stade 3, mais que d'un point de vue clinique et échographique, elle est quand même extrêmement rassurante, qu'on peut se dire qu'on la reverra tranquillement dans 6 mois.
Est-ce qu'on a plutôt envie de la voir tous les mois en se disant que comme ça, elle ne semble pas très sévère, mais quand même les biomarqueurs, ça trompe rarement, qu'elle n'a pas d'insuffisance rénale et qu'on ne comprend pas très bien cette élévation? Ou alors on se dit qu'on ne la sent pas du tout. Et du coup, on va aller passer la voir tous les jours si elle n'est pas hospitalisée en cardio. J'ai un peu gâché le... Bon. On a décidé de la surveiller de manière rapprochée sur cette discordance avec le NT-proBNP. On se disait que stade 3A, pour nous, c'est évident, on fait de la chimiothérapie en cardio, on ne se pose pas de questions. On a décidé d'être bête et discipliné et de faire ça. Donc on a débuté la chimiothérapie le 22 novembre 2018. Elle avait alors autour de 6000 de NT-proBNP. Comme tu vous as expliqué, on fait de la chimiothérapie fractionnée. On commence par l'endoxan. À J8, on a fait un doxan Velcade. Donc 7 jours plus tard, le NT-proBNP était déjà à 10 000. Très surprenant, mais la dame, aucun signe d'insuffisance cardiaque, parfaite cliniquement, mais encore une fois, ce NT-proBNP qui augmente sans qu'on comprenne pourquoi. Puis là, il va se passer un petit truc. On s'est posé une petite question qu'on se posait depuis quelques temps déjà, mais ce qui est toujours la question qui nous embête. Je vous laisse rejeter un coup d'œil à l'ECG. Est-ce que sur cet ECG, vous avez envie de l'implanter d'un pacemaker ou d'un défibrillateur d'ailleurs? À 71 ans. Débit cardiaque normal, strain quasi normal. Je vais le faire à votre place. Le PR, il est à 200 millisecondes pile poil. À la fin de la journée, vous devriez avoir une idée. Elle est microvoltée, on n'a quand même pas de doute sur le fait qu'il y ait une infiltration myocardique sur cette ECG. Bon, je vous donne un petit indice. On se pose la question en général à plusieurs quand on est un peu embêté. Là, c'était 200 millisecondes. Bon, je pense qu'on aurait posé la question à Thibaut, il nous aurait dit oui. Nous, les jeunes, on est un peu plus réticents. Du coup, on a un tout petit peu attendu, on a attendu 24 heures, et du coup, ça, c'est l'ECG du lendemain. PR augmente un tout petit peu, quoi. Donc du coup, on a programmé le pacemaker. Là-dessus, on est tous d'accord que là, on a envie de l'implanter. Puis le problème, c'est qu'en fait, elle s'est arrêtée. Elle a fait... malheureusement, on a découvert l'ECG le vendredi après-midi. Enfin, le deuxième ECG avec l'élargissement du PR. Le PM était programmé pour lundi matin. Samedi matin, sur la garde, bradycardie extrême, 25 par minute, 5 minutes de massage cardiaque sur une asystolie. Elle a été mise sous Isuprel, le temps d'être passée à l'USIC, puis elle s'est réarrêtée en arrivant à l'USIC sous Isuprel, donc elle a eu droit à la montée de son entraînement. Je vous rappelle pas ce qu'on a vu ce matin, mais le BAV1, en particulier dans la myloselle, est extrêmement trompeur. On peut avoir des HV qui sont extrêmement, extrêmement longs avec un PR à 200 millisecondes, donc je pense que on va commencer à faire confiance au professeur Damy quand il nous dit qu'il faut mettre des PM sur 200 millisecondes de PR. On ne se posera plus la question. C'était juste un petit rappel. Je pense qu'aucun d'entre nous vous a montré ça jusqu'à maintenant sur les indications qu'on a de PM et défibrillateur à Mondor, quelque chose qui est en perpétuelle rediscussion entre nous. Mais globalement, tous les troubles conductifs de haut degré, on les appareille sans aucune négociation. Les troubles conductifs de bas degré, donc en particulier le BAV1, on a tendance à les appareiller aussi. L'apparition ou l'aggravation de troubles conductifs au cours du suivi, c'est aussi une indication. Donc à toutes les consultations, on mesure précisément le PR, la largeur des QRS. L'incompétence chronotrope, on en a parlé ce matin. Une FA à cadence ventriculaire lente aussi. Et puis en prophylaxie, si les patients sont dans un projet de greffe hépatique, mais c'est des patients qu'on voit quand même un peu moins à Mondor et encore moins en cette période de nouveau traitement de l'amylose à transthyrétine héréditaire. Les indications de défibrillateur, bien sûr, en prévention secondaire. En prévention primaire, c'est une dysfonction VG sur l'AFE, bien sûr. Et puis après, en fonction de l'avis du clinicien, enfin du cardiologue, sur un ensemble de marqueurs, le NT-proBNP, le débit cardiaque, le strain et puis l'état général du patient, quoi. Et juste Sylvie, une petite question. Là, chez cette patiente, comment vous avez discuté le fait de poser là ça n'aurait pas changé grand-chose, mais un pacemaker ou un DEF, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation à la discrétion du cardiologue, trop élevé, NT-pro? Elle a une trop élevée, une NT-proBNP élevée, mais elle a aucune altération. Enfin, elle a un strain qui est quasi normal. Elle n'a pas d'histoire de syncope. Elle n'a jamais fait d'événements ventriculaires sur la télémétrie. C'était effectivement une question. Elle a 71 ans. On avait l'impression que ça se passerait bien. Et du coup, on s'est dit que
c'était pas forcément le profil de patient extrêmement à risque de faire des événements rythmiques. Et du coup, on est plutôt parti sur un PM double chez cette patiente. Mais je pense que c'est tout à fait discutable. C'était vraiment une discussion longue et compliquée. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Soulef. On avait... T'aurais dit Def. Ouais, non, mais je suis... Ouais. Pourquoi ça fait l'amylose vasculaire? Il y avait un scan célarissé un petit peu. En fait, là ce qui est aussi intéressant dans la discussion, c'est de comprendre pourquoi elle arrive à avoir une amylose aussi sévère, sans hypertrophie, sans apparition de stress. Et en fait, il faut voir, c'est ce qu'on est en train de comprendre, où est l'infiltration au niveau du cœur. Et cette dame, elle doit avoir une infiltration vasculaire massive, et notamment des coronaires, et très peu dans l'interstitium. Ce qui explique aussi la mortalité, la contact. Et donc, le problème, c'est quel est le risque rythmique chez ces types de patients. On va essayer de voir si on peut répondre à ça. Et il n'est peut-être pas identique, et ça peut expliquer l'hétérogénéité suivant les études, mais on évolue tout le temps dans le temps et on n'est jamais d'accord. Mais on arrive à un consensus. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de la complication sous chimiothérapie suivante qu'elle nous a fait Pardon. Donc elle a bien sûr eu son pacemaker. Infection, non. Non. Petit indice, les rythmologues nous ont demandé de ne pas lui faire de... Alors, elle était sous Lovenox pour une raison qui m'échappe là maintenant. Ils nous ont demandé de ne pas lui faire le Lovenox le soir et le matin de l'implantation du pacemaker, le 3 décembre 2018. Non. Ouais. Elle nous a fait l'AVC le surlendemain. 24 heures d'interruption du Lovenox pour implanter un PM chez une dame qui, du coup, était sinusale depuis le mois de juillet. Et qui n'avait pas de thrombie intracardiaque évident sur les examens d'imagerie qu'on avait faits. Bon, c'était juste une petite hypoesthésie de tous les mi-corps droits qui a récupéré assez rapidement et dont elle n'était pas très... Enfin, pas séquelaire. Elle se plaignait de quelques petites sensations de paresthésie, mais rien de bien méchant, heureusement pour elle. La conduite sur le traitement anticoagulant, c'est ce qu'on a discuté un petit peu ce matin sur l'indication des traitements anticoagulants. Globalement, on traque de manière systématique les troubles du rythme supraventriculaire. Enfin, nous, on a tendance, quand on hospitalise les amyloses, les bilans d'amylose, les télémétries pour voir s'ils ne font pas des passages en FA au cours de l'hospitalisation. Après, dans le cadre du suivi, on fait des holters répétés. De la surveillance aussi sur la mémoire holtère du PM pour voir s'il n'y a pas eu des passages en FA. On fait systématiquement des imageries cardiaques aussi à cette visée-là, l'IRM, le scanner cardiaque systématique. Et on se pose en permanence la question d'anticoaguler nos amylosèles, en particulier, comme je l'ai dit ce matin, si le flux mitral est restrictif ou s'ils ont des antécédents d'événements thromboemboliques qui pourraient être attachés à une cause cardio-embolique. Et puis bien sûr, s'ils ont un syndrome néphrotique avec une albumine basse. Son flux était, il était normal. Mais elle avait l'antécédent de FA, donc pour le coup, c'était indiscutable. Elle était vraiment sous hélicis déjà avant, en fait. Ouais. Complication suivante. À J15C1, on fait Velcade endoxant dexaméthasone, 20 mg. Pas tout de suite. Bon, elle a juste fait une petite décompensation cardiaque. Elle est juste passée du coup de 6 000 au diagnostic à 16 000 de NT-proBNP avec un rein qui a doublé dans les jours qui ont suivi l'administration de dexaméthasone. Elle a évolué favorablement sous traitement diurétique. Puis on a fini par continuer la chimiothérapie. Elle est revenue pour J1C2 décompensée, avec du coup un NT-proBNP cette fois-ci à 23 000 avec une créate stable. On l'a rediurétiquée en IV. Et puis à J15C2, elle nous a refait une décompensation cardiaque. Là, elle avait 490 de créate, un NT-proBNP à 66 000, bon, avec 500 de créate quasiment. Et en fait, elle a développé le vrai syndrome de résistance aux diurétiques sous l'Azilix switché par Burinex, puis ajout des Hydrex, d'Aldactone, on s'en sortait pas, et puis c'est pas, elle était pas bien. On a fini par la dialyser.
avec une toute petite tension et du Gutron pour essayer de maintenir la tension pendant les séances de dialyse. On s'est un peu battu en espérant que ça passe, quoi. On a réévalué l'écho, bien sûr, à chaque hospitalisation, en fait, elle avait l'écho, mais du coup, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Sur le VG, c'est toujours pas mal. L'hypertrophie a l'air d'être stable, l'AFE est stable aussi. Le débit cardiaque est un tout petit peu moins bien, mais elle a quand même 2,5 litres de débit. Par contre, ce qui pose franchement problème, c'est le VD. Elle a 9 de TAPS et 8 d'onde S. Bon, en tout cas, le VD était beaucoup moins bien et a surtout développé une unité sévère. Le VD s'est un petit peu dilaté. Et en fait, on ne comprend pas très bien pourquoi elle a fait cette défaillance droite isolée. Très probablement que sur l'atteinte microvasculaire qu'elle avait sur la biopsie des glandes salivaires, probablement fait un peu d'ischémie au niveau du VD et un équivalent d'infarctus VD. En tout cas, sur la fonction gauche, qu'elle soit évaluée par la FE ou par le strain, il n'y avait vraiment pas de grosse aggravation. Elle avait 14 de strain à ce moment-là. Et puis, malheureusement, elle a évolué complètement défavorablement avec une insuffisance cardiaque réfractaire. Elle a fini par s'arrêter sur une dissociation. Et elle est décédée au mois de février 2019. Donc, on était tous très tristes. Et tout ça pour rappeler que l'amylosale stade 3 de la Maillot, c'est quand même une maladie grave. Je pense qu'il faut s'arrêter sur des choses un peu systématiques, même si comme ça, elle paraissait parfaite. Elle venait quasiment en courant à l'hôpital avec une dyspnée qui était vraiment minime au départ. Je pense que les surveiller de près, ça vaut le coup. Et puis je pense qu'il faut se poser toutes les questions du chat stop de manière systématique pour ces patients-là et surtout essayer d'anticiper les problèmes. Je me dis que peut-être que si elle avait échappé à 5 minutes d'arrêt cardiaque, peut-être que son VD aurait été un peu mieux et peut-être que les choses seraient passées. Enfin, voilà, je pense que... Bon, peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas... C'est pas ta faute. Vraiment un super cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Sylvia ? Oui. Est-ce que c'est le... Il y a d'autres centres comme vous qui font de la chimio, qui se mettent à faire de la chimio en cardiologie ? Ou il n'y a que vous ? Je pense qu'il n'y a que nous. Hein. Et vous ? Non, il y a Monfèche qui faisait de la chimio à Musique. On fait la première cure en clinique. C'est où ? Grenoble. Je vous ai un peu cassé là. Non, mais ça démontre bien la complexité quand même de ces patients, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris. Vous voyez, le PR, là, le CG initial, j'étais pas dans le service, j'étais encore ailleurs au moment où vous avez pris la décision, mais j'avoue que je suis content de pas être là, parce que je vous aurais peut-être dit, bon, on va voir, quoi. Et puis, on m'aurait dit, ouais, on a réussi à faire céder le professeur Damy, et puis paf. Non, mais enfin, c'est vraiment pas facile. Mais ces patients sont... voilà. Moi, je pense que les patients avec les amylosaël, aussi graves, il faut qu'il y ait quand même un moment un œil expert ou se former à un œil expert. Et je pense que les experts, c'est vous maintenant. Et qu'il y a quand même une expertise qui fait qu'il faut avoir vu un nombre de patients voilà, pour avoir eu toutes les turpitudes et tout ça. Et effectivement, ce problème de ces patients, c'est que souvent, on peut les prendre un peu... dire, bon, revenez me voir un peu comme un patient cardiaque ou un suivant cardiaque. Et puis, en fait... il se dégrade à vitesse grand V. Et puis, vous voyez l'impact des traitements aussi. Ce que tu as très bien choisi comme cas, c'est l'impact des médicaments, en fait. Hein. Vous avez vu, on met 10 mg de Dexa, et puis le lendemain, voilà. Et ces patients-là, avant qu'on fasse tout ça, nous, avec nos hématologues, on en avait évidemment beaucoup moins, mais ils étaient pris en hôpital de jour d'hémato, ils rentraient à la maison. Et alors, on n'avait peut-être pas à l'époque la database pour savoir s'ils étaient revenus ou pas revenus, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont parvenus... voilà. Donc, je ne sais pas quelle est votre expérience, vous, qui prend des AL ou pas. Donc, par exemple, dans le cadre du réseau qu'on souhaite vraiment monter, officialiser, etc., c'est ce qu'on aimerait savoir, c'est qui a envie de se lancer aussi dans l'amylosaël dans tous les centres, parce que quand on n'a pas d'hémato, c'est quand même difficile de faire de l'amylosaël, hein, c'est clair, mais qu'il faut qu'on trouve cette multidisciplinarité pour pouvoir travailler tous en équipe, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de nos collègues, et puis ces patients-là, la prise en charge, elle peut être que multidisciplinaire. On a vu le cas de Soulef, où c'est des discussions sempiternelles. Et le problème, c'est que faire ça dans tous les hôpitaux, c'est compliqué. Nous, on a la chance à Mondor d'avoir une tour immonde,
Mais en fait, c'est hyper pratique. On n'a pas d'ascenseur, donc comme ça, on se croise tout le temps. Et on peut dialoguer facilement, surtout que tous nos collègues adorent venir voir Soulef, vous avez compris, et Sylvia, pour d'autres arguments. Et donc on peut échanger beaucoup, n'est-ce pas? Non? Non, bon, ça se dit plus, ça faut pas le dire, d'accord. Coupez, hein. Mais, enfin bon, bref, tout ça, c'est hyper important, quoi, d'échanger. Et ce qui est dans cette maladie, on apprend beaucoup avec nos collègues, avec les patients, et qu'il faut écouter les patients, parce que quand ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont toujours raison. Ces syncopes inexpliquées, le nombre de patients qu'on a qui font des syncopes, c'est, à mon avis, les patients les plus graves. Vous trouvez rien, vous comprenez pas, c'est ceux qui vont vous péter dans les doigts. Et pourtant, ils n'ont pas l'air dramatiques, ils font des espèces de dysautonomie, de troubles conductifs, bref, voilà. Bon, on va peut-être passer aux autres cas cliniques. J'attendais. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, merci, franchement, super.